Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale sur Grand Lille TV. À 2 jours d'un match crucial pour le maintien en Ligue 1, les Dogs, je vous le rappelle, jouent à Toulouse. Ce dimanche après-midi à 17h, on vous propose l'intégralité de la conférence de presse du LOSC de Christophe Galtier, l'entraîneur depuis le domaine de Luchin. Des images et des propos captés ce midi par Vincent Vieillard. Bonjour Christophe. Bonjour. Pourrais-tu, traditionnellement c'est un peu comme ça qu'on procède toujours, faire un petit point sur le groupe et est-il envisageable que M. Soumaoro se soit blessé? Cher Joël, vous êtes toujours bien informé. C'est un peu plus simple cette fois-ci. Oui, Adama devait faire le point de presse parce il aurait dû participer à ce match-là. Il ne pourra pas participer à ce match-là. Il a ressenti hier une douleur à sa cuisse. Il a été déclaré forfait. Il a déclaré forfait ce matin. Donc des examens ont été faits. Il y en aura d'autres qui vont être faits d'ici le début de semaine prochaine pour savoir la durée de son indisponibilité. Il s'est blessé hier lors de la séance, lors de la séance d'entraînement. Ensuite, non, tout le monde est opérationnel. Bonjour Christophe. Bonjour. Qu'est-ce que ça a changé, cette victoire, dans ton travail de tous les jours jusqu'à ce match de Toulouse? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Non. La victoire était indispensable pour encore plus avec le résultat de 3. Elle était indispensable pour nous maintenir encore en vie. Les résultats de la semaine dernière, évidemment, il y avait une victoire de 3. C'était un résultat sur lequel on portait beaucoup d'attention, mais il y a aussi les résultats de Toulouse et de Strasbourg. Et ce qui fait que notre victoire nous permet d'aller affronter Toulouse dans un match sûrement pas décisif, important, peut-être décisif pour Toulouse. Mais nous, même si nous avions le bonheur de l'emporter, on est quand même suspendu actuellement au résultat des uns et des autres, et notamment de 3. Mais la semaine a été une semaine avec beaucoup de concentration et beaucoup de détermination. Et une semaine aussi avec énormément de pression parce que logiquement, plus on avance, moins il restera de matchs et moins on aura de jokers. Déjà que des jokers, on en a cramé quelques-uns. Là, il n'y a plus beaucoup de matchs et on arrive là. Je ne peux pas appeler ça le money time. Le money time, c'est quelque chose de très positif. On arrive dans une période où toute erreur aura des conséquences quasiment irréversibles. Pour les uns et pour les autres. Bonjour Christophe. Contre Metz, Mike Maignan était de retour dans les cages. Qu'est-ce qui a justifié ce choix et est-ce qu'on va revoir Mike Maignan maintenant titulaire jusqu'à la fin de la saison? Mike jouera contre Toulouse. Vous savez, il y avait deux objectifs quand je savais que j'allais être interrogé à un certain moment sur ce choix. Il y avait deux objectifs, pour être très transparent. Quand j'ai enlevé le poste ou la place de titulaire à Mike, c'était pour essayer et faire en sorte de casser une spirale qui était de plus en plus importante à chaque match. C'était aussi de faire réagir Mike par rapport à ses performances, à être décisif et redevenir décisif comme il a pu l'être dans la saison. Je n'ai pas réussi sur le fait de stopper cette spirale négative en encaissant toujours autant de buts. Mais j'ose espérer que, et on verra,
j'ose espérer que j'aurai réussi le fait de faire prendre conscience à Mike d'avoir une autre approche peut-être, ou de modifier certaines choses dans sa préparation pour être un gardien décisif. La fin de la saison nous le dira. Vu l'importance du match, le club a fait le nécessaire pour payer le déplacement aux supporters. 850 supporters qui vont à Toulouse. Ça prouve que il y a un véritable soutien. Tu sens vraiment que ce match est un grand tournant de cette fin de saison? Je n'allais pas utiliser le terme payer, offrir, si je peux me permettre de vous reprendre. Offrir, c'est un geste important de la part du club, mais c'est un geste aussi qui donne beaucoup d'importance à nos supporters, à leur rôle dans cette situation-là. J'ai vu sur les 2 derniers matchs à domicile, face à Guingamp et face à Metz, des supporters qui sont venus au stade. On m'avait posé la question en conférence de presse, mais pourquoi ils viendraient vous supporter? Mais à partir du moment où on vient au stade, on vient pour supporter son équipe quand même. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui viendront aussi à Toulouse, ils viendront nous encourager dans une période où on a besoin du soutien, et je le répète encore une fois, par rapport à notre jeune équipe, cette jeune équipe a besoin d'encouragement et de soutien. Et c'est toujours un plus que d'avoir et de voir et entendre nos supporters quand on est à l'extérieur. Et s'ils répondent nombreux à l'appel, ça montre aussi tout l'attachement des supporters envers le club. Ça, c'est bon signe. Mais la réalité, après, restera sur le terrain. Voilà. Donc tu disais que, à part Adama, le reste de ton groupe est opérationnel, ce qui veut dire que Ibrahim Amadou Oui. réintègre ton groupe. Oui. Un petit mot, donc là tu penses le faire débuter, c'est encore trop tôt dans ta réflexion, comment il est après ces coupures? La semaine dernière, il était très proche d'être dans le groupe, mais il y avait un risque important. La semaine dernière, si ça avait été le dernier match de la saison, Ibrahim aurait été sûrement dans le groupe et aurait sûrement participé à ce match-là. C'était pas le cas, il y a d'autres matchs, 3, peut-être 5 encore. Il est prêt, s'est entraîné normalement, sans aucune gestion, en faisant les séances, la totalité des séances avec tous ses partenaires. Il est opérationnel, il est disponible, il a envie de jouer. Il y a encore l'entraînement de demain qui se fera, on en reviendra, mais qui se fera à Toulouse. On verra après demain soir ou dimanche matin au réveil. Mais voilà, il postule pour démarrer le match. Voilà, il n'est pas là à accompagner le groupe ou à être un bon entrant. Il postule pour démarrer le match. Peux-tu nous parler des performances, notamment contre Metz, de Nicolas Pepe, qui, semblant de rien, a marqué 11 buts en tout, pas mal de passes décisives. Est-ce que c'est un peu... Oui, vas-y, Christophe. J'ai une fourmi. Ah, d'accord. Oh, je vais faire encore le buzz. Ça porte bonheur, c'est quoi? Fourmi du midi. Bon, rien. On finit bien dans son nid. Allez, c'est bon, c'est parti. Ça. Non, mais c'est pour de bon. Donc, Nicolas Pepe, est-ce qu'on peut le considérer, pas comme le sauveur, parce que c'est un mot un peu fort, mais c'est l'homme du moment, quoi, pour vous aider vraiment à débloquer les situations? Il est performant depuis la deuxième... Non. Il est performant depuis la deuxième partie du championnat. Oui, je crois qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts auparavant. Il a retrouvé un poste, même si à un certain moment, je souhaitais qu'il adhère ou qu'il se libère un poste dans un 4-4-2 en étant un deuxième attaquant. La première partie de saison, il avait souvent joué seul en pointe. Je l'avais repositionné dans ce que je connaissais de Nicolas quand il était à Angers, mais j'avais modifié mon animation et j'aurais aimé qu'il soit aussi performant dans un 4-4-2 en étant un deuxième attaquant.
Ça n'a pas été spécialement le cas. Il est très à l'aise là où il est. Et c'est en échangeant évidemment aussi avec lui que j'ai repris, que j'ai pris la décision de le repositionner là sur son côté droit où il se sent à l'aise, où il a des repères. Il a des repères aussi avec ses partenaires. Il y a des associations, il y a des liens qui sont tissés entre les uns et les autres sur un plan offensif. Et voilà, et Nicolas quand il est bien sur un plan mental, quand il est motivé, quand il est déterminé, c'est un point très fort de l'équipe en étant un buteur ou quelqu'un qui est capable de faire de très bonnes passes quand il est dans le cœur du jeu. Ça a été le cas contre Metz. Je crois qu'il a marqué 11 ou 12 buts. Voilà, qu'il continue. Alors j'ai vu aussi cette semaine, est-ce que c'était le fait d'avoir été remplaçant contre Marseille. J'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Contre Marseille, déjà Nicolas, le mardi qui précédait le match de Marseille, en début de semaine, Nicolas savait qu'il allait être remplaçant et être un entrant parce qu'il avait déjà eu une alerte au mollet lors du match contre Guingamp et que ce n'était pas lié à un éventuel comportement ou quoi que ce soit. Il le savait depuis le mardi que j'avais fait l'option de le mettre sur le banc pour ne pas prendre de risques par rapport à la durée du match et à l'état de son mollet. Voilà. On a évoqué avec Olivier le retour d'Ibrahim Amadou. J'entends pas, Joël. On a évoqué avec Olivier le retour d'Ibrahim Amadou et donc le fait qu'il postulait. Est-ce que, compte tenu de l'absence d'Adama Soumaoro, il est préférable pour toi de solutionner cette absence par l'utilisation d'Ibrahim en défense centrale? C'est une option. Elle fait partie des trois options avec soit Junior Alonso, soit Yves Dabila, soit Ibrahim. Bien évidemment. Encore plus quand on n'a pas joué depuis un certain moment. Oui. Oui. Et après finir au milieu comme j'ai vu hier soir. Un peu plus compliqué là. Tout d'abord, félicitations à Rudy Garcia et à l'Olympique de Marseille. Non pas spécialement par rapport à mes origines et mes racines, un peu quand même, mais pour le football français, c'est une très belle chose, une très bonne chose de voir un club en finale. Et j'ose espérer que le football français et tous les gens qui aiment le football seront derrière l'Olympique de Marseille pour cette finale-là. Et aussi, j'ose espérer que les supporters marseillais qui vont se déplacer à Lyon, que leur déplacement se passe bien et qu'on assiste à une fête et un rassemblement du football français et non pas à une bataille. Voilà, je croise les doigts par rapport à cela. Mais que les gens soient conscients de la performance de l'Olympique de Marseille, de Rudy Garcia, qui je fais un clin d'œil, bravo, Dimitri aussi. Mais je croise aussi les doigts à ce que tout le monde prenne la mesure de l'événement et que cela doit être une fête du football français, une fête pour le football français, et non pas une bataille de supporters du côté de la vallée du Rhône. Tu disais que le dernier entraînement demain, ça sera à Toulouse. Ce qui fait que tu modifies un petit peu ton organisation. Tu préfères partir tôt et... Oui, j'ai voulu délocaliser le dernier entraînement pour casser aussi une certaine routine. On avait modifié un peu la journée du match contre Metz. Là, j'ai souhaité modifier le déplacement en partant une demi-journée avant et faire le dernier entraînement sur place. On aura de bonnes installations, des installations que le club connaît déjà, puisque la saison dernière, ils avaient, après un match de Coupe de France contre Bergerac, je crois que le club s'était entraîné sur place. Et j'avais fait moi aussi la saison dernière avec Saint-Etienne une semaine de stage sur Toulouse avant le match. Donc on aura de bonnes conditions, on va être bien accueillis. Et ça me laissera aussi un peu plus de temps pour échanger avec les uns et les autres sur la préparation du match.
Qu'est-ce que tu avais un petit peu modifié contre Metz dans la préparation et qui a finalement porté ses Non, fruits non, ça n'a pas porté ses fruits. J'ai cassé une routine. Ah, d'accord. On est venu faire un réveil musculaire le matin, ici. Voilà. Ce qui n'était pas habituel. Par rapport à ces matchs à enjeu, hein, il y en a déjà eu beaucoup depuis le début de l'année. Souvent, quand vous avez l'occasion de basculer du bon côté, ça n'a pas trop fonctionné. Est-ce que justement, il y a des choses que tu as fait évoluer ou tu as touché pour que le scénario soit un peu plus gai dimanche soir? Ne pas être centré sur l'importance du résultat. Il faut que tout le monde soit dans son rôle et dans sa tâche, que tout le monde soit très concentré sur ce qu'il a à faire, à la fois dans la préparation du match, mais surtout dans le match. Je crois que c'est le plus important. Les joueurs, vous savez, ils savent. Des fois, on croit ou on pense que les joueurs ne sont pas conscients des enjeux. Je sais que mes joueurs sont conscients de l'enjeu et qu'ils n'ont pas besoin d'une pression supplémentaire. C'est pour ça que je parlais aussi des supporters. Ils n'ont pas besoin de pression supplémentaire. Ils connaissent la situation, ils connaissent l'enjeu. Il faut qu'ils aient en tête ce qu'ils ont à faire, leur rôle et leur tâche. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as déjà un petit peu analysé le jeu de Toulouse cette semaine? Tu l'as déjà présenté. Comment tu trouves cette équipe de Toulouse? C'est une équipe qui a tout d'abord une grosse valeur athlétique. Elle a de l'impact dans des secteurs de jeu, dans l'axe, au milieu de terrain, beaucoup d'impact. Elle a de la vitesse sur les côtés, elle a de la percussion. Elle a un gros point fort, ce sont aussi des coups de pied arrêtés. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. De par la qualité des tireurs, mais aussi de par la valeur athlétique qu'ils peuvent avoir. Mais ça reste une équipe qui a que 2 points de plus que nous. Donc elle a automatiquement des failles. Il faudra s'engouffrer là-dedans. Dans la décision d'aller à Toulouse la veille, y a-t-il une incidence par rapport à la température, parce qu'il est annoncé 27 degrés le dimanche pour le match? Première question. Et deuxièmement, est-ce que tu estimes que ce match va se jouer essentiellement sur le plan mental? Parce que la pression est identique pour Toulouse et eux sont un peu quand même obligés de faire le jeu à domicile. Et que ça pourrait être un avantage pour vous, qui êtes sur une petite dynamique positive. Ça fait très longtemps que vous n'aviez pas gagné. Metz peut-être éventuellement un déclic, même si vous gardez encore cette capacité à encaisser des buts, je sais bien. Mais il y a quand même ce petit effet positif de gagner un match. Et voilà, c'était deux questions en une. Tout d'abord, partir la veille. On part la veille parce que le match est à 17h et qu'il serait trop risqué de partir le matin du match. Et si on avait un problème technique, à l'image de Guingamp, quand Guingamp est venu ici, ils se sont posés à 16h30 ou 17h. Là, en jouant à 17h, on est obligé de partir la veille. La différence, c'est qu'on part le matin au lieu de partir l'après-midi. Mais j'ai donné les raisons, ce sont des raisons d'ordre de casser une certaine routine et de mettre tout le monde en éveil dans la préparation du match. Je n'ai pas spécialement intégré le fait de la chaleur, mais je sais qu'il fera bon. Ensuite, sur les caractéristiques, ou du moins la situation au classement et la défaite de Toulouse, qui est maintenant dans une obligation. Ils vont devoir faire un résultat contre nous. C'est une équipe qui ne change pas trop de registre par rapport sur leur match à domicile ou à l'extérieur. Nous, il faudra être très bon dans la transition et l'utilisation du ballon sur un plan offensif. On a des arguments, on a des points forts. Mais il faudra être aussi très concentré pour ne pas commettre d'erreurs. Je dis bien d'erreurs, parce que ça nous coûte cher à chaque fois. Alors, est-ce que ça se jouera sur un plan tactique? Est-ce que ça se jouera sur un plan technique? Est-ce que ça se jouera sur un plan physique ou sur un plan mental? Je pense qu'on va avoir un match avec beaucoup d'enjeux, mais je répète encore une fois, ce ne sont pas des finales. Les finales, c'est qu'on a fait un parcours incroyable, avec des enjeux évidemment importants, une grosse pression, et que c'est l'équipe qui sera
à mon sens, la plus déterminée, mais aussi la plus lucide, qui aura le plus de chances de l'emporter. Détermination et lucidité, ça c'est sûr. Voilà, merci, bonne journée à vous. Voilà pour cette conférence de presse du LOSC en intégralité sur Grand Lille TV depuis le domaine de Luchin. Et on souhaite bien sûr le meilleur aux joueurs lillois avant ce match dimanche après-midi à 17h à Toulouse. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant.